Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc, après la rencontre des fusions des gamètes, donc, ce que je viens de décrire, c'est ce qui se passe quand tout est normal. Donc, il peut arriver malheureusement qu'un couple, après 1-2 ans de mariage, ne puisse pas avoir d'enfants. Évidemment, la science a essayé de comprendre, l'observateur neutre d'ailleurs aussi, et à chaque fois, comme vous le savez, avec ce qu'on appelle les gynécologues, avec en général donc la science de la reproduction, il y a des techniques et moyens donc, pour pouvoir régler le problème. Mais néanmoins, il faut qu'on fasse ici un répertorié précis des types de problèmes à l'origine d'une stérilité. Parce qu'en travers la rencontre des gamètes, en langage clair, ça veut dire rendre stérile. Donc ça entraîne la stérilité, même si de nos jours, comme vous le savez, la science offre beaucoup de possibilités de pallier donc, des problèmes ponctuels de stérilité. Alors, les deux premiers types de problèmes concernent d'abord chez la femme les organes génitaux. Il peut y avoir obstruction des trompes, ça veut dire que les trompes peuvent être bouchées. Évidemment, une opération est nécessaire chirurgicale. Le deuxième problème est appelé endométriose. Qu'est-ce que l'endométriose? C'est la présence donc, de tissus d'endomètre, donc utérin, au niveau donc, soit des trompes ou bien même carrément dans les ovaires. Et là aussi, par un processus mal élucidé, on sait que ça entraîne la stérilité. Il faut évidemment une intervention pour éliminer ces cellules intruses. Le dernier type de problème est appelé trouble de la réceptivité. Il semblerait que parfois il y ait une incompatibilité entre un gamète avec les marqueurs donc, du mari par exemple et la zone pellucide de la gamète produite par la femme. Donc là, il semblerait que si par exemple également dans les voies génitales, il n'y a pas de glaire cervicale ou bien il y a trop peu de glaire cervicale ou bien que la glaire cervicale est carrément contaminée, eh bien, il n'y a pas de réceptivité et dans ce cas-là, donc toutes les tentatives restent vaines quant à la possible fécondation suivie d'une grossesse. Les autres types de problèmes concernent les organes génitaux mâles cette fois. Là aussi, il peut y avoir obstruction suite à un accident ou bien de façon pathologique, obstruction des spermiductes. Évidemment, cela entraîne l'absence de spermatozoïdes dans le sperme, donc ce qu'on appelle l'azospermie. Le deuxième problème est appelé oligospermie. L'oligospermie, c'est la production insuffisante de spermatozoïdes, donc un nombre de gamètes mâles trop petit. Il y a également la tératospermie. Donc c'est lorsque les gamètes mâles sont trop lents et ne peuvent pas se déplacer correctement. Le dernier type de problème concerne évidemment les problèmes d'érection. Donc pour que la fécondation puisse se faire, il faut un pénis érectile qui va déposer les gamètes mâles dans les voies génitales donc, de la femme et permettre donc la migration qui va s'en suivre. Eh bien, les problèmes érectiles, même chose, même si aujourd'hui, comme vous le savez, la médecine offre beaucoup de possibilités donc, pour traiter ces différentes anomalies. Le dernier problème concerne ce qu'on appelle les problèmes hormonaux. Donc, les problèmes hormonaux concernent l'homme et la femme et peuvent concerner le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais également les gonades. Si on prend l'exemple de la femme, le complexe hypothalamo-hypophysaire produit et doit produire en tout cas 3 hormones qui sont la GnRH, gonadotrophic releasing hormone, la LH, luteinizing hormone ou hormone lutéinique, et la FSH, follicle stimulating hormone ou bien hormone folliculo-stimulante. Donc une anomalie dans la sécrétion de ces hormones entraîne évidemment des problèmes graves parce qu'on va voir que ce sont ces hormones qui déclenchent et permettent donc toujours chez la femme, les problèmes hormonaux peuvent lier à une production insuffisante ou anormale de ce qu'on appelle les gamètes femelles fabriquées par l'ovaire. Il s'agit évidemment des œstrogènes et de la progestérone. La conséquence peut être une absence d'ovulation, évidemment, donc une stérilité. Chez l'homme, c'est la même chose. Il y a les mêmes hormones dont je viens de parler, la GnRH, la FSH et la RH sont produites chez l'homme et permettent entre autres de stimuler le développement des organes génitaux, de stimuler donc la spermatogenèse, la spermiogenèse et permettent donc d'avoir une production de gamètes normale. Évidemment, une sécrétion anormale, insuffisante ou absente de ces hormones
entraîne donc des problèmes de stérilité qu'on peut heureusement régler par des prises, vous le devinez bien, des prises quotidiennes donc, ou des prises régulières de certaines doses d'hormones, comme vous le savez déjà. Donc voilà un ensemble de problèmes qui, on peut les résumer en une phrase, ce sont des causes de stérilité. Alors, donc après la rencontre et la fusion des gamètes, donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une cellule œuf. Et cette cellule œuf est aussi appelée zygote. Donc retenons que c'est une cellule évidemment qui est diploïde parce qu'il a reçu le matériel double donc de 23 chromosomes si chez l'espèce humaine, chez du père, et également 23 chromosomes donc de la mère. Donc cette cellule est en réalité déjà un être vivant, puisque c'est cette cellule qui va grandir pour donner plus tard donc un enfant dans le ventre, un embryon, puis un fœtus. Donc comprendre que durant les premiers jours, il y a 3 termes clés qui vont se faire. Le premier terme, c'est la segmentation. La segmentation. Ensuite, vous avez donc une migration, et vous avez la nidation. Donc voilà les 3 étapes clés. Donc 3 étapes clés qui vont permettre, n'est-ce pas, de comprendre les étapes que nous allons voir. La première étape, c'est la segmentation. La segmentation, c'est le fait d'abord qu'on a une cellule. Cette cellule va subir une première mitose et donner donc ce qu'on appelle donc le stade 2 blastomère. Très vite. Les 2 blastomères subissent chacune une division et donnent 4 blastomères. Ensuite, on est à 8 blastomères jusqu'à ce qu'on ait donc un grand nombre de cellules qu'on appelle donc la morula. Alors, la morula va se creuser d'un trou qu'on appelle blastocèle et donner ce qu'on appelle la blastula. Au 7e jour, c'est la blastula qui va se fixer au niveau du gamète femelle. Au niveau de l'endomètre qui est devenu entre-temps une dentelle utérine, c'est cette fixation du gamète, de l'embryon, sur la muqueuse utérine qui est devenue une sorte de dentelle utérine qu'on appelle le phénomène de migration. Maintenant, en même temps que la segmentation, le gamète femelle est poussé vers l'utérus par donc des contractions et surtout des battements des cils dont on avait parlé tout à l'heure après l'ovulation. Donc, segmentation et migration se déroulent ensemble. À la fin, le gamète femelle va se fixer dans ce qu'on appelle le gamète, dans la muqueuse utérine, dans la dentelle utérine, et commencer donc une étape clé qu'on appelle donc la grossesse qui va durer à peu près 9 mois et qui va être subdivisée des 2 premiers mois qu'on appelle la vie embryonnaire, 2 mois. Et puis à la fin du 2e mois, donc il restera théoriquement donc 7 mois. Les 7 mois concernent ce qu'on appelle la vie fœtale avec 2 événements importants qui sont terminés dès la fin de la vie embryonnaire, c'est-à-dire la morphogenèse et l'organogenèse. La morphogenèse, c'est la naissance donc formelle de forme de structure donc qui rappelle le corps humain, alors que l'organogenèse, c'est la mise en place grâce à des tissus que nous allons nommer plus tard d'un nouvel être vivant donc qui peut opérer. Maintenant, l'autre remarque que je voulais faire concerne donc ce qu'on appelle des idées reçues qu'on a sur la naissance de jumeaux et qui sont des idées fausses. La première chose à dire, c'est que ce n'est pas 2 spermatozoïdes qui entrent dans l'ovocyte, jamais. Donc la naissance de jumeaux n'est pas liée au fait que 2 spermatozoïdes ou 3 ou plus entrent dans l'ovocyte. Puisque dans ce cas-là, on a abouti, vous le devinez, à une anomalie sur le nombre de chromosomes. En réalité, les vrais jumeaux, qu'on appelle des jumeaux homozygotiques, sont issus du seul et même gamète. Ces gamètes vont fusionner, donner une cellule œuf. La cellule œuf subit une première division et s'ensuit une séparation des blastomères. Donc les blastomères, s'ils restent ensemble, on a la naissance d'un seul enfant, puisqu'il y aura un embryon qui va se développer, mais il est possible que les 2 blastomères se séparent et chacun donc se développe de son côté. Évidemment, ces 2 individus auront le même matériel génétique, donc ces individus seront appelés des vrais jumeaux ou bien jumeaux
homozygotique. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les jumeaux hétérozygotiques, qu'on appelle communément faux jumeaux. Dans ce cas-là aussi, ce n'est pas l'entrée de 2 spermatozoïdes ou de 3, c'est plutôt la libération chez la mère de 2 gamètes ou plus d'ailleurs, parce qu'on a les faux jumeaux, ça peut ne pas être 2 seulement, même si c'est souvent 2. Eh bien, on a quoi? On a donc chez la femme la libération exceptionnelle, c'est très rare. Il faut regarder le nombre de jumeaux dans la société pour s'en convaincre. Eh bien, on a chez la femme donc la libération de 2 ovocytes 2 bloqués en métaphase 2 au moment de l'ovulation. Chacun sera fécondé de son côté et va donner un embryon séparé. Voilà ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle les faux jumeaux ou bien jumeaux hétérogamétiques, hétérozygotiques. Tape www.suividecolosénégal.com